Il y a un angle d'attaque qui est rarement appliqué, qui est rarement adopté, que on choisit d'adopter, qui est celui justement de ces questions temporelles, non pas de la longue durée seulement, mais précisément du fait que non seulement il y a des problèmes d'échelle de la gouvernance, on le voit bien, on est obligé de changer d'échelle et on ne sait pas exactement quelle est l'échelle pertinente selon les types de services et les types de questions qui sont posées, mais aussi les rythmes de cette gouvernance et les moments clés, la façon d'organiser ce rythme-là collectivement, suppose sans doute de réinventer un certain nombre de choses. Alors nous allons nous diviser le travail un petit peu en termes de justement de l'empan, disons, de la temporelle de cette gouvernance. Marco Kremalski, qui va se présenter, sera effectivement chargé plutôt de la partie de la longue durée, j'allais dire, ou du projet, ce qu'on pourra appeler du projet. Antoine Courmont, qui se présentera aussi, est chargé, lui, plutôt de ce qui relève de la vie quotidienne et durable, j'allais dire, des services urbains, c'est-à-dire de la maintenance, de tout ce qui est répétitif, certes, mais en même temps très, très important. Et je ferai une note finale, un peu plus brève que mes collègues, pour nous laisser le temps de discuter, parce que je sens qu'il y a une passion pour la discussion, donc il ne faut pas vous frustrer. Je ferai un point, effectivement, sur tout ce qui est plutôt les événements et l'ensemble de ces activités et de ces vibrations urbaines qui désormais fait aussi partie du numérique, c'est-à-dire qu'on est sous ce type d'influence. Donc c'est comment gouverner chacune de ces temporalités, c'est un problème sans doute un peu rarement traité, mais que nous essaierons d'aborder. Et bien entendu, à travers ça, nous traitons l'ensemble des autres problèmes de gouvernance associés au numérique et des remises en cause qu'il contribue à créer. Donc je laisse la parole d'abord à Marco Kremalski, et qui va se présenter, s'il te plaît. Je suis ici à Sciences Po, au cycle d'urbanisme. J'ai pris la place de Michel Michaud, que je salue. Et je suis urbaniste. Donc la façon dont j'adresse le sujet en conversation avec Dominique aujourd'hui, c'est plutôt de la part de la ville, de la part plutôt du projet d'urbanisme, ce qui change dans cette dimension-là. Et je dois avouer que tout a déjà dit sur ce sujet, donc la stratégie que j'ai choisie, c'est une stratégie plutôt inductive, donc je partirai de ce que je trouve s'est passé récemment, plus ou moins récemment dans ce secteur des projets, de la gouvernance à travers les projets, la gouvernance à travers les projets urbains, pour donner pour arriver à quelques conclusions, deux conclusions principales à la fin qui peut-être n'ajouteront pas tellement à ces débats, mais quand même. Mais d'abord, je pars avec une précaution, parce que je crois que tout le monde l'a déjà partagé, la conviction que les villes, elles ont été intelligentes depuis longtemps. Donc, c'est 5000 ans que la ville est la place de l'innovation, de l'invention, etc. Et ça prend du temps. Ça, c'est la question. Donc, Rourke, ça, c'est, si vous voulez, la citation un peu érudite. Il a fallu 500 ans pour inventer l'Empire, l'hydraulique, le temple, le projet urbain, entre autres, la technologie des guerres, etc. Alors, moi, la préoccupation, c'est elle, quand je trouve ces manifestos-là où on dit qu'est-ce qu'on doit faire pour gouverner la ville intelligente, la Smart City, donc il y a un décalogue de choses à faire. Si vous les lisez, c'est le décalogue de tous l'empereur, de tous les héros. Non, il faut conquérir l'espace, il faut gérer, maîtriser, aller, faire vite. Voilà, bon, je suis d'accord, mais je ne trouve pas que nous donne pas tellement des idées sur comment comment on gouverne la ville intelligente. Tandis qu'en effet, je trouve qu'il y a plus de prudence au sein de la Commission européenne, pour une fois, quand on parle on parle pas de la Smart City tout à fait, on parle plutôt de la Smart Growth. Et ça, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est bien clair, ceux qui sont les dominants aussi du discours de la Smart City, c'est-à-dire que l'innovation, c'est en même temps social et technologique, et qu'il faut gérer les deux en même temps. Et que les problèmes de gouverner une ville qui se voudrait intelligent, c'est surtout d'alloquer les plus-valeurs, c'est que de choisir où faire les investissements entre l'économie de la connaissance, ce qu'on vient de parler, et l'innovation et la capacité de soutenir. Donc, voilà que tout le monde souligne qu'il faut
quand même être attentif au fait que la ville intelligente nous demande aux villes peut-être des prestations excessives. Alors ça, c'est Richard Sennett à la London School qui rappelle souvent qu'il ne faut pas être trop intelligent. Donc il y a une mesure dans ça. Et de plus en plus, c'est important si on considère le fait qu'on parle des villes qui sont de plus en plus différenciées. Donc ce n'est pas la même ville partout. Il y a des villes de géants dans le monde. Il y a des villes petites. Paris, c'est à la fois petite et géant. C'est les deux. Ça, c'est compliqué, mais c'est ça tout à fait l'effet. Il y a des villes au monde qui sont des géants, des villes très organisées du point de vue technologique, Beijing, entre autres. Il y a des villes qui sont géantes, comme Lagos, où il y a tout un autre type d'intelligence. Donc, c'est très difficile de généraliser. Je suis sûr que ça aussi, c'est une conviction partagée, mais je le rappelle parce que quand même, ça nous donne une idée. Ça, c'est la contribution de notre référence Carlo Ratti, qui revient souvent dans les discours de la Smart City. Il y a toujours ce discours du top-down, du bottom-up qui resurface. Et ça qui m'étonne, c'est qu'il y a effectivement des projets de villes qui sont top-down. Donc on cherche la ville intelligente côté technologie, si vous voulez, avec cette idée que la gouvernance c'est dissoudre dans l'automatisation des processus. Alors que l'automatisation, la digitale, c'est tout à fait la solution du problème de qui gouverne, comment et pourquoi. Tandis qu'il y a au contraire de plus en plus des rappels. Cet après-midi, j'ai bien suivi les interventions qui étaient très précises sur ce point-là, que l'innovation véritable de la ville intelligente, c'est plutôt s'appuyer sur les réseaux existants et l'améliorer, et ça pose le problème qu'on vient d'entendre. Mais là aussi, il y a une autre mythologie, un peu plus spontanéiste. On l'a cité sans doute par rapport à l'économie post-hippie, l'idéologie du spontanéisme organisé, alors que la ville digitale, ça permettrait de dissoudre à nouveau la gouvernance et les problèmes de la gouvernance dans l'autre organisation. Ça, c'est un mythe qui revient et c'est très fort aussi. Alors, bon, ma conclusion, j'anticipe, c'est, bon, il faudra voir, il faudra voir comment les deux, l'auto-organisation, la spontanéité, l'autorité d'un part, la spontanéité de l'autre, la croissance et l'action, ils se réorganiseront. Alors, j'ai fait un petit tour du monde pour voir, j'ai pris 4 exemples pour essayer de voir qu'est-ce qui est en train de changer. Alors, je parle des projets urbains, je parle des façons de gouverner la ville, je ne parle pas des choses avec... je ne parle pas des stratégies importance, je ne parle pas de la nature de l'économie. Ce sont des exemples peut-être petits parfois, mais quand même je trouve qu'ils donnent un sentiment de ce qui est le changement en cours du point de vue de la gestion des projets. Voilà que de plus en plus il y a des situations, ça c'est l'app Potol, c'est-à-dire un instrument technologique qui permet aux citoyens de signaler là où il y a des problèmes dans la roue. Les potholes, ce sont les trous dans l'asphalte, tout ça. Non? Et que quand même, les villes qui en ont adopté, ça c'est un exemple, mais il y en a plusieurs. J'ai pris plutôt des exemples italiens, excusez-moi pour ça. Ils ont fait pas mal d'épargne d'argent, parce que, en effet, le personnel qui suivit le recueil des informations de damage, c'était plutôt reconverti pour combler les trous, pour faire l'activité de manutention qui était requise. Alors ça, c'est une forme de recueillir des informations tout à fait nouvelles, qui passe par la sensibilisation des citoyens et qui produit, centralise l'information et produit des épargnes, des réductions de coûts. Le deuxième exemple, c'est aussi bien stylisé, donc tout en vitesse, c'est un exemple classique de projet urbain, un des premiers projets à Helsinki, à Rabiranta, un projet d'un partnership public et privé. La particularité de ce projet, c'est que c'était à la fois peut-être une des premières expérimentations européennes des Living Labs, donc de cette idée un peu technologique du renouvellement de la vie quotidienne aussi.
En particulier, ça c'était à l'époque de Nokia, donc d'une Helsinki assez dynamique du côté du réseau technologique du last mile ID, and so on. Ce qu'ils ont fait, c'est que je trouve assez important, ils ont donné une adresse, un courriel et mail à tous les habitants avant que le bâtiment ait été construit. Donc vous aurez pu connaître votre voisin des paliers, l'italien d'à côté, non, les non-parisiens d'à côté, bien avant que les projets étaient, pas seulement le bâtiment construit, mais les projets établis. Donc sur ça, la communauté virtuelle a pu donner une impulsion à la communauté réelle, c'est-à-dire que les habitants, les futurs habitants se sont organisés, ils ont donné des idées, des contributions. Moi, je préférais avoir la voiture proche. Moi, je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas besoin de parking. Non, moi, j'ai des enfants petits, je ne voudrais plus de chambres à coucher, etc. Ce type de choses, c'est simple d'un point de vue de la gestion des données, mais très riche du point de vue de l'innovation sociale. Et ça a continué et a créé tous les phénomènes d'économie de partage qu'on disait. On partage à Rabirante, on partage les taxis, on partage les services collectifs, etc., etc. Donc cette idée, c'était les années 90, donc c'était déjà il y a 20-30 ans. Un passage encore, le plan on a parlé tout à l'heure de plan stratégique. Alors, il y a des changements au sein des instruments techniques aussi. Alors, ça, c'est un plan stratégique de la Provence du département de Milan. Donc, c'est une réalité assez importante. Le département de la Provence en Italie, ce n'est pas un pouvoir local avec un budget important. Donc, tout à fait, il ne parle pas de transport, il ne parle pas de système routier, il ne parle pas de logement. Donc, il parle plutôt de services en commun, des services qualitatifs, des activités. Voilà, donc je ne voudrais pas donner l'idée que ça, c'était la solution du grand problème. Ce n'était pas les grands Milan. Non, c'était un projet avec des ambitions assez limitées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait les projets. Ils ont recueilli un appel d'offres aux citoyens parce qu'ils proposent des organisations, des innovations, des interventions. Ils ont recueilli tout ça et les projets étaient la mise en réseau de ces projets, de ces petits projets, petits ou grands projets stratégiques qui venaient d'ici et de là, du Conservatoire des musiques plutôt que de l'association de quartier, plutôt que d'autres réalité présente sur le territoire. Donc, ce qu'il a fait, ces projets, et là, le digital a été déterminant, parce que le problème, c'était pas seulement de mettre un réseau a posteriori, mais de mettre un réseau pendant le processus de conception des projets, et a été cette inversion, si l'on voit, entre la décision politique et la connaissance. Ça, je trouve que c'est très important. Donc, il en parlait Isabelle Baron Sarfati il y a un moment. Donc il y a quelque chose qui a été mis à l'avant qui d'habitude en tradition c'était au fond. Et finalement ça c'est à nouveau un projet cette fois-ci assez important au niveau régional dans la région la plus au sud d'Italie, Apulie, de l'Italie continentale. C'est les plans du landscape, du paysage. Et là, ils ont recueilli des informations, comme d'habitude, pour produire ce instrument de protection de l'héritage, à la fois culturel et naturel. Et le point, c'est que ces informations ont été recueillies à travers un système assez sophistiqué de WebGIS, c'est-à-dire de système d'information géographique sur Internet, qui permet une interaction totale sous le plan graphique et géographique, donc géographiquement référencié avec les usagers, et à travers le plus classique outil de la participation citoyenne, c'est-à-dire des assemblées, etc. Et donc ça, c'était la map, le plan affectif des mémoires plutôt que du patrimoine, des mémoires du paysage. Donc, le point, c'est que l'information qui a été recueillie et partagée, centralisée et qui finalement est devenue décision politique, c'était pas seulement d'une nature différente, c'était qualitativement différent. C'était pas un donné, tout à fait,
Les données sont tout à fait des prises plutôt que des données, non? Ce sont des captifs. C'était tout à fait une construction symbolique et la combinaison du digital et des assemblées citoyennes a permis de construire l'idée du territoire d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Voilà que je trouve que là, on commence à voir je trouve un mouvement significatif assez important de transformation du rapport entre information et décision. Alors, si l'on veut, et j'arrive à mes 2 conclusions provisoires, c'est que je trouve que dans les plans d'aménagement et dans les projets urbains, c'est la question où se joue les rôles de la Smart City et de la ville intelligente, c'est sur cette dimension-là, c'est-à-dire sur les rapports entre information recueillie, la connaissance, si l'on veut, enfin, et la décision. Ce que je trouve, c'est que ces rapports-là, c'est un peu inverti. Alors, on était habitué à penser qu'il faut connaître pour prendre la décision. Je ne sais pas qui a dit ça en France, mais il a été dit en Italie par le président Einaudi, il a été dit aux États-Unis par un autre président, etc. Non, il y avait eu une époque où la politique s'est basée sur la mythologie, sur l'idée que la bonne connaissance aurait produit de bonnes décisions. Voilà qu'il y a une inversion importante et que la technologie, bien entendu, c'est décisif sur ça. Et ça crée, comme je disais tout à l'heure, ça crée des mythes, des mythologies opposées tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de gouvernement ou que, au contraire, le gouvernement se peut faire à travers un contrôle total du terroir, du terrain à travers de l'information recueillie. Alors tout ce que sont les contrôles digitaux des espaces publics, par exemple, va dans cette deuxième direction. Je trouve ça assez important. Il y a une deuxième conclusion que je voudrais vous proposer. C'est peut-être un peu plus compliqué. Je suis sûr que je vais la poser d'une façon un peu rudimentale pour l'instant. C'est que se pose cette question du rapport entre autogestion et autorité. Donc, qu'est-ce que c'est la ville finalement? La ville, c'est un système de coordination qui est à la fois par l'autorité, géré par l'autorité, et à la fois, en même temps, par de processus spontanés, comme les marchés, non, et tout ça. Donc, ce sont 2 formes de coordination totalement. Alors, je trouve que l'idéal de la Smart City est souvent des propositions qui circulent un peu aisément, donnent une idée trop facile d'une solution ou de l'autre. Donc, on peut tout gérer d'un côté, on peut tout spontanéiser, au contraire, on peut tout contrôler. Tous mes exemples, ils me disent qu'au contraire, il y a des étages où il y a un peu de contrôle, il y a une étape où il n'y a plus de spontanéité. Et comment que le plan d'aménagement, les projets urbains, ils changent, la gouvernance, si l'on veut, ils changent, c'est sur l'équilibre entre les deux. Donc, ce n'est pas une grande conclusion. Je trouve que c'est Smart City, oui, mais non troppo, comme on disait non, en musique. Mais c'est la conclusion que je trouve plus adaptée pour la situation. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de données et d'open data et un peu de big data, enfin, tous ces grands mots autour de la data, en m'interrogeant sur la question de ce que ça fait sur la recomposition des services urbains et des modalités notamment de gestion quotidienne de la ville. Et donc oui, pour me présenter, donc Antoine Courmont, je suis doctorant à Sciences Po, donc en fin de thèse, où je fais ma thèse en partenariat avec la métropole de Lyon depuis maintenant bientôt 3 ans, sur les questions d'open data, de politique de données urbaines et de recomposition du gouvernement urbain. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui est
prendre un cas précis qui est centré sur la mobilité pour évoquer toutes ces questions. C'est celui d'Optimode Lyon, donc il a été souvent évoqué dans les panels sur la mobilité ou la ville intelligente. C'est un partenariat de recherche et développement qui a été mené, coordonné par la métropole de Lyon, donc avec 13 acteurs publics et privés, avec l'objectif d'optimiser la mobilité urbaine en créant une centrale de mobilité qui regroupe les données de tous les modes de transport de l'agglomération. Et donc, je vais prendre une petite partie de ce projet, c'est un navigateur multimodal qui répond à la question qui est souvent évoquée aujourd'hui, de dire on veut des usagers multimodaux, faire du report modal, donc on va leur donner de l'information multimodale et ils évolueront leur comportement. Je ne m'intéresse pas à savoir si cette affirmation est juste ou non, mais je vais juste montrer que derrière, pour mettre en place cette politique publique, ça nécessite pas mal de travail, des opérations, un processus qui est long, incertain, complexe, et qui se superpose à la gestion existante des données urbaines. C'est-à-dire qu'avant, on agissait sur l'infrastructure, le réseau de transport, on l'agrandissait pour répondre à des flux, à une masse de données, et maintenant on va agir sur la demande, donc les voyageurs, en essayant de les inciter à changer de comportement. Donc, c'est un peu une constante sur pas mal de projets de villes numériques. Et donc, en fait, ce changement de problématisation de la politique publique a des effets sur les politiques de données, sur la quantification de la ville. Donc, comment on utilise des données pour mettre en place cette politique publique. Et donc, on va passer d'une logique de données qui était une logique de masse, de flux, c'est-à-dire l'ensemble d'un flux d'un réseau de transport urbain, à une logique qui est beaucoup plus singularisée, centrée sur l'individu, sur l'usager, pour lui proposer une information correspondante à son mode de déplacement, à un instant T et à un endroit X. Et donc, pour mettre en place cette transformation en termes de quantification et de politique de mobilité, on a besoin de 3 étapes sur les données. Les premières qui va être identifier et rassembler, la deuxième d'articuler ces données héritées, et la troisième de diffuser et gouverner au travers des données. Je vais revenir un petit peu sur chacune de ces étapes. Donc la première, c'est rassembler les données. Donc là, c'est les différentes bases de données, les différents silos de données métiers qui coexistent dans la ville et qui existent toujours à l'issue de ce projet. Je pense que c'est un point important. On entend souvent de dire que la ville intelligente, il faut casser tous les silos et mettre de l'interopérabilité partout. Au contraire, ce que j'essaye de montrer dans cette présentation, c'est que là, on conserve les silos, mais on rend on articule les silos, on crée une nouvelle couche, tout en permettant aux opérateurs existants de continuer à gérer la ville comme ils l'ont toujours fait. On ne vise pas aujourd'hui à changer les manières de gérer le réseau de transport en commun, mais on produit une nouvelle couche de données. Donc, pour rassembler les données de tous ces silos, en fait, c'est assez... donc, il faut déjà identifier les données. En fait, c'est pas un prérequis, mais les données ne préexistent pas en fait à tout ce travail d'identification. On a un travail d'enquête, d'aller voir les données qui existent. Aujourd'hui, aucune institution n'a une connaissance exhaustive de son patrimoine de données, puisque quand vous allez voir différents services urbains et que vous leur parlez de données, souvent... ils ne savent pas ce que c'est une donnée, ils peuvent savoir ce qu'est une couche SIG, un fichier horaire, un tableau Excel, mais la donnée ne va pas forcément de soi. Donc il y a tout un premier travail de catégorisation et d'identification. Ensuite, il y a un travail de publicisation, donc qui est plus d'intéressement, de rendre la donnée publique, donc c'est-à-dire d'intéresser le producteur à la mise à disposition de sa donnée. Donc ça, c'est encore des problèmes, des opérations qui sont longues, qui peuvent soulever certains problèmes, puisqu'il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre à disposition la donnée, donc il faut réussir à l'intéresser. On a aussi des soucis techniques parfois, puisqu'on l'a évoqué un petit peu ce matin, mais on a des logiciels propriétaires fermés où l'extraction des données ne va pas forcément de soi. Donc là, il y a à la fois un travail sur l'infrastructure technique, mais aussi sur l'infrastructure humaine, voire économique, puisqu'il peut y avoir des modèles préexistants autour de données. Et donc, une fois qu'on a réussi souvent à rassembler ces données, après des processus qui peuvent être assez longs,
l'enjeu, c'est de réussir à articuler ces données, puisque d'avoir les données sur une même plateforme ne fait pas forcément une nouvelle représentation de l'espace urbain. Il faut utiliser les données telles qu'elles sont produites, donc ne pas changer les manières de faire, mais faire avec. Et donc pour faire avec, il faut réussir à articuler les données, et ça, c'est une constante de tous les projets de big data qui utilisent dans l'usage secondaire des données. Il y a besoin d'opérateurs d'articulation, c'est-à-dire des données qui font référence. Aujourd'hui, donc là c'est une citation d'un entretien, ça n'existe pas sur le secteur des transports, puisque par exemple entre transport en commun et transport routier, on ne parle pas du tout le même langage. C'est deux mondes qui s'ignorent en grande partie aujourd'hui, et donc il faut réussir à essayer d'avoir un référentiel géographique qui est long à produire pour pouvoir mettre en commun des bases de données hétérogènes et que l'on a héritées. Donc il y a vraiment une notion d'héritage institutionnel qui pèse sur les projets qu'on peut mettre en œuvre sur la ville intelligente. Et la troisième étape, c'est qu'on a une notion ensuite de diffusion et de régulation des données, puisqu'on dit le souhait de la métropole de Lyon, c'était de centraliser et d'articuler les données, ensuite de les mettre à disposition d'acteurs privés pour qu'ils développent les services à destination des usagers. Donc, on a classiquement ici un portail open data avec classiquement qui demande aussi du travail, mais avec une diffusion de données à des acteurs externes et donc aussi qui ne sert pas seulement qu'à diffuser les données, mais aussi à gouverner les données. Je pense que c'est un des enjeux qui a été soulevé au travers du processus d'open data au Grand Lyon, c'est que la donnée était purement un instrument quotidien, maintenant c'est devenu un enjeu de gouvernement, et donc en tant qu'enjeu de gouvernement, il faut pouvoir la gouverner, prendre des décisions, donc est-ce qu'il y a des arènes de décision sur ces questions, etc., et des instruments pour la gouverner. Donc là j'en ai listé 3, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les formats ou les modes d'accès aux données qui peuvent contraindre les réutilisateurs, les licences, on l'a évoqué un petit peu ce matin avec les licences mises en place par la métropole de Lyon, avec certaines où il y a une authentification de l'utilisateur pour pouvoir avoir une certaine prise sur les usages qui sont faits et garder une maîtrise de la politique publique. Et enfin, les questions de labellisation qui ont été évoquées aussi par Rennes. Et donc, à l'issue de ces différentes étapes, en fait, donc le rôle du Grand Lyon a un petit peu évolué. Il est devenu un peu un intermédiaire entre différents producteurs de données, donc que ce soit en interne à l'administration, ou que ce soit des institutions tiers, de producteurs de données de transport, enfin opérateurs de réseaux de transport, et des réutilisateurs. Et en fait, ce rôle d'intermédiaire, on a une nouvelle forme d'exercice du pouvoir qui est exercée par la métropole de Lyon, donc sur son périmètre traditionnel, mais également au-delà de ses frontières administratives et institutionnelles, puisqu'il y a des données qui proviennent par exemple de la SNCF sur tous les trains régionaux, et les trains régionaux dépassent le périmètre, l'espace, le territoire du Grand Lyon. Et on a une forme d'autorité organisatrice qui se crée autour des données. Avec, donc là je veux vraiment insister là-dessus, mais sans remettre en question les acteurs existants qui continuent à gouverner leur réseau de transport, mais on a une nouvelle couche, un nouvel acteur de gouvernement qui serait le Grand Lyon, qui agit sur la mobilité et non pas sur les transports qui restent aux mains des opérateurs. Et donc, pour conclure rapidement, je me suis amusé, c'est un travail qui est en cours, essayer de voir ce nouveau mode de quantification. Donc, on aurait la donnée, ce que je l'appelle ici data, qui serait plus la production quotidienne de données par les administrations. Donc, on reste plus sur une côté de masse, de flux, et d'un autre côté, le big data, qui serait plus l'usage secondaire de données, donc prendre en question des données qui ont été héritées, qui n'ont pas forcément été faites pour un nouvel usage. Et donc, il y a à la fois d'autres modes d'utilisation de données, de nouvelles compétences qui apparaissent, de nouveaux acteurs et de nouvelles représentations de l'espace urbain. On avait des points de vue sectoriels, maintenant on a plus un assemblage de points de vue, une pluralité de représentations de l'espace qu'on arrive à singulariser. Et peut-être des mots un peu des grands mots ici, je vais peut-être un peu vite, mais on arrive aussi à une recomposition des acteurs de gouvernement urbain avec ces rôles d'intermédiaires. Donc, est-ce qu'ils doivent être tenus par les pouvoirs publics, donc ici la métropole du Grand Lyon? Si oui, quel pouvoir public? Et dans ce cas-là, quelles arènes de discussion, puisqu'il s'est pris un petit peu le pouvoir sur la mobilité à l'échelle du territoire.
Et c'est surtout qu'on peut se poser la question, donc là c'est plus en guise d'ouverture, cette plateforme d'intermédiation, ça fait tout de suite penser aux gros acteurs du numérique, souvent sous l'acronyme GAFA, qui se positionnent sur un modèle intermédiaire qui est similaire et qui se positionne donc qui serait en quelque sorte concurrent des acteurs publics qui voudraient mettre en place leur plateforme à l'échelle métropolitaine. Et ce qui pose souci ou ce qui soulève des questions, c'est que, notamment là je prends l'exemple de Google Transit ou Trafic, qui a des données sur la mobilité. En fait, ces données sont quasiment autonomes des pouvoirs publics. Elle est capable de les produire sans demander aux acteurs locaux, aux acteurs territoriaux, notamment sur les données de trafic routier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui sur les données de transport en commun, mais ça peut évoluer. Et donc, elle peut mettre en place un service, gouverner la mobilité à l'échelle métropolitaine sans sans avoir aucune relation avec les acteurs publics. Et ce qui lui permet aussi, en plus, il y a une forme d'agilité, puisqu'elle n'a pas à faire tout le processus antérieur qui est très long d'intéressement des différents producteurs, de mise en relation. Elle n'est pas limitée à certaines frontières territoriales ou institutionnelles. Et donc la question va se poser, je pense, assez rapidement de quels vont être les liens, les relations, les interactions entre les acteurs publics, notamment à l'échelle des métropoles, et ces nouvelles plateformes qui exercent d'ores et déjà un gouvernement sur la ville. On voit bien que quand on gère des réseaux avec une matérialité, avec une pesanteur, avec des coûts fixes, etc., on n'est pas tout à fait à égalité, j'allais dire, dans la compétition pour gérer l'émergence de ces services urbains auxquels chacun pourrait prétendre a priori, mais en réalité, la gouvernance précisément est déstabilisée par cela, parce qu'il y en a pendant ce temps-là qui passent leur temps à gérer le réseau tel qu'il est, à le maintenir, et donc avec ces tâches très récurrentes, pesantes, coûteuses, etc., alors que l'agilité, qui est tellement vantée dans le développement du même nom, eh bien, du point de vue de la gouvernance, elle est certainement plus facile pour des acteurs qui sont de nouveaux entrants et qui ajoutent une couche à tout cela. Donc là, voilà exactement un exemple de cette, du fait que quand on gère du point de vue de la maintenance, quand on traite du point de vue de la maintenance un certain nombre de services opérationnels, on a des pesanteurs temporelles aussi, de rythme et de coûts et d'infrastructures, etc., qui ne sont pas forcément les meilleures armes, quelquefois, pour être partie prenante, enfin conquérant dans le monde numérique tel qu'il est actuellement, dans la compétition telle qu'elle est. Alors moi, je vais prolonger un petit peu ça en essayant de montrer comment, et ça va être assez court, mais c'est pour effectivement essayer de montrer comment il y a encore une autre couche, j'allais dire, de la vie d'une ville qui est introduite par le numérique à travers ce que l'on connaît, nous, les uns et les autres, au quotidien. C'est-à-dire que là, ça sera beaucoup moins technique, mais notamment à travers nos réseaux sociaux, par exemple. Et de voir qu'à ce moment-là, ça pose un vrai problème de savoir quel rôle peuvent jouer les autorités organisatrices classiques et les villes et les gouvernements des villes actuellement dans une telle opération, dans un tel système qui pourtant finit par se tisser et à s'associer à l'ensemble de nos activités, que ce soit par exemple dans le transport, dans les services en général, etc. Le premier point que je voudrais faire, c'est d'insister sur le fait que cette production massive de traces, que j'appelle plutôt traces plutôt que données, parce qu'effectivement, on ne sait plus trop quel est leur statut. On est habitué à traiter des données bien construites, comme l'a montré Antoine Courmont, aussi à partir de métiers, etc., et donc qui ont des paramètres, qui ont des standards, éventuellement, de l'interopérabilité assurée, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui émergent autrement, qui sont des traces de tout type, sans parler encore même des Internet des objets, des choses qui ne sont pas tout à fait... qu'on ne voit pas encore massivement, mais qui sont déjà là, pourtant, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais la particularité qui est importante et qui a un lien avec les discussions qu'on a sur le big data, c'est pas tant leur volume, qui est important, bien entendu, qui n'est pas tant leur variété aussi, mais c'est leur vélocité au sens de la forme d'instabilité que ça génère. C'est pour ça que je reviens sur les questions temporelles. C'est-à-dire que ce sont des bases de données qui sont sans arrêt mises à jour et qui génèrent sans arrêt de la réaction. C'est un peu aussi la question que Marco posait tout à l'heure en disant coordination, connaissance avant la décision. Bien là, est-ce qu'on est dans les domaines de la connaissance? Non, on est dans des algorithmes qui sont capables très rapidement, dans des algorithmes, non justement, dans du machine learning qui est capable d'exploiter des traces
et de choisir parmi une bibliothèque d'algorithmes les plus pertinents et de les tester, etc. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans cette connaissance qu'on pouvait constituer comme un univers stable, une représentation stabilisée sur laquelle on peut imaginer de se projeter et éventuellement de discuter des choix ou pas selon les types de gouvernement que l'on a. Là, on est dans la réaction. Dans la réaction au sens réactivité, qui est absolument valorisée partout. Et de ce point de vue, gouverner dans un climat de réactivité, il y a peut-être quelques problèmes, quoi. On est en train de changer de paradigme et on va avoir sans doute quelques problèmes dans ce domaine-là. Alors, moi, je reste sur des choses beaucoup plus basiques que les services techniques complexes que vous évoquez, que mes collègues ont évoqués, y compris à la table ronde précédente, mais on voit bien que tout cela, ce sont des domaines où l'instabilité est générale, la révision, ça fait partie de la qualité même de la donnée, c'est effectivement que ce soit révisé en permanence, et les mesures que l'on a, que l'on utilise même au quotidien, nous, dans nos activités de publiants, parce que nous sommes tous nous publions toujours un petit peu des choses, rien qu'avec un post sur Facebook, etc. Donc le tweet per second, les likes, les notifications, les SMS eux-mêmes, tout cela crée en réalité tout un climat de vibration et une rythmique propre à notre nouveau monde, qui a bien sûr une connexion avec la ville, notamment parce que tout cela est géolocalisé massivement. Et donc à partir de ce moment-là, cette émergence d'une nouvelle couche d'informations, elle fait bien autre chose que seulement donner des informations et augmenter la connaissance. Elle nous fait humainement, collectivement, partager une rythmique, partager ce que j'appelle effectivement des vibrations. C'est pour ça que j'appelle effectivement à ce que les sciences sociales aussi s'intéressent à cette couche-là, qui évidemment n'est plus celle de la longue durée, des évolutions démographiques ou économiques de long terme, etc., qui n'est pas non plus celle de l'opinion construite par les sondages, etc., qui est plutôt de moyenne durée, qui a des cycles liés aux modes d'un côté pour les produits et les marques, ou liés aux élections, qui a été évoqué tout à l'heure, le cycle justement des élections comme un rythme important à prendre en compte pour comprendre que la gouvernance peut être un peu décalée, les instances et les enjeux peuvent être un peu décalés par rapport à ces rythmes électoraux. Non, là il y a autre chose, c'est-à-dire c'est une vibration où on est abreuvé de notifications de toutes sortes, et pas seulement nous, mais les systèmes, les machines, l'ensemble des services eux-mêmes qui sont capables de les capter, et la réactivité devient clé dans cette affaire. Est-ce que les sciences sociales sont capables de se saisir de cela comme une nouvelle réalité, une nouvelle couche, en considérant les limites aussi, bien entendu, les limites de validité notamment? Ça, c'est un enjeu important. Alors, ce qui est intéressant pour moi, et ce sera mon deuxième point, c'est le fait qu'effectivement, c'est ancré dans la ville, notamment à travers la géolocalisation, mais pas seulement, et en même temps, quelquefois même suscité par la ville. Et je voudrais relier ça à cette question des événements. Parce qu'une des activités urbaines qui n'était sans doute pas aussi présente, aussi visible que ça, tout au moins, même si elle a toujours existé, c'est effectivement de créer des moments où le public, les citoyens, etc., se rassemblent. C'était les rituels urbains classiques, mais aussi les rituels sportifs, les rituels festifs de tout type, qui sont effectivement qui rythment la vie urbaine indépendamment de leur support numérique, si vous voulez. Et dont c'est bien que précisément un événement, ce n'est pas seulement un moment, c'est fait aussi d'un crescendo et d'un décrescendo avec un acmé, enfin des choses comme ça. On a les termes musicaux sont sans doute souvent les plus adaptés pour comprendre tout cela, parce qu'y compris, on a non seulement ces phénomènes d'intensité, de crescendo ou de décrescendo, mais aussi des phénomènes de durée, donc avec des formes de vibrato, ou on aurait des croches, si vous voulez, pour mesurer, ou des doubles croches, pour d'autres, des triples croches, même pour mesurer effectivement l'activité urbaine. Et les types de données, le type de traces que l'on a, c'est de cet ordre-là. Ce sont des triples croches et ça va très très vite. Et c'est une description assez précise de cette vibration qui est générée. Donc ce rythme-là, on voit bien qu'il n'est pas du tout celui de la maintenance d'un côté, parce que celui de la maintenance, il est plutôt de l'ordre du temps cyclique, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut refaire sans arrêt. Et on sait bien qu'à telle saison, à telle époque, à tel moment, à la rentrée, etc., et on refait, et on a des calendriers, on a des choses comme ça, et il y a des révisions, il y a des choses programmées, etc. Le cycle c'est un temps cyclique. C'est un temps qui finalement est assez ancré dans la tradition. Alors que le temps du projet que Marco évoquait, c'est plutôt un temps orienté, c'est-à-dire on vise quelque chose et on a du coup du
projet de plus ou moins longue durée, alors que là, on est dans un temps que je nommerais un temps un peu paradoxal, qui est un temps instantané, ce qui ne veut pas dire forcément grand-chose, quelquefois on dit même de temps réel. Et en réalité, là, quand on pose la question de la gouvernance sur ce type de temps et de réactivité que l'on a, ça pose vraiment des questions un peu plus compliquées, je trouve, et sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'expérience. Le premier, c'est souvent qu'on n'a justement pas d'expérience, c'est-à-dire c'est un nouvel événement, c'est quelque chose de nouveau, c'est unique, et on ne répète pas, même si au bout d'un moment on finit par avoir des cycles d'événements qu'on essaye justement de répéter pour économiser en termes d'entrée dans ce domaine-là. Et puis on a surtout cette idée, et là je l'ai beaucoup travaillé parce que j'ai écrit des bouquins aussi sur les questions d'événements urbains, indépendamment du numérique, c'est effectivement l'idée qu'il y a en termes de décision. Et là, la question était liée à ce que disait Marco aussi sur connaissance et décision. En termes de décision, ce qui est important, c'est le bon moment. C'est-à-dire que je travaillais pas mal sur le maintien de l'ordre, par exemple, dans les grands événements. L'intervention, c'est au bon moment. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. C'est un peu une banalité de dire ça. Mais en même temps, c'est vraiment très juste. C'est-à-dire que si vous intervenez à un moment, la coalescence, l'ensemble des phénomènes finit que ça va finir en catastrophe à un certain moment. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas trouvé le bon moment. C'est ce qu'on appelle le kairos. Et ce kairos-là, chez les Grecs, appelaient ça le kairos, le bon moment. Et c'est les politiques ont ce sens-là. Les politiques, normalement, un bon politique a le sens du kairos. C'est-à-dire, c'est vraiment une gestion du temps, pas une gestion du temps, un sens du temps, le bon moment où il faut intervenir, et après, c'est trop tard. Mais le problème, c'est que ça ne se modélise pas aussi facilement. Et que là, on est vraiment dans une multitude de capteurs et d'impressions qui permettent à un certain moment de dire, là, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et tout cela, il y a des aides à la décision, tout ce qu'on veut, il y a des systèmes numériques pour cela, sans doute, et des systèmes d'information qu'on peut gérer. Il reste cette contrainte-là. Donc ces événements-là sont pourtant essentiels pour l'attractivité des villes, la réputation des villes, et tout ça, c'est sur des choses pour l'extérieur, d'une certaine façon, mais c'est aussi important pour les habitants, pour leur propre pulsation, leur sentiment d'être ensemble, leur expérience commune. Et à chaque fois, ce sont des temps et des supports qui sont un peu différents. Alors, quand on étudie effectivement la façon dont ça peut se gérer, en partant justement de cette histoire de la façon dont les événements sont gérés d'habitude, on voit bien qu'il y a une chaîne d'acteurs extrêmement compliquée. Et des acteurs, quelquefois, ne se rassemblent que pour cet événement-là. Pas comme qu'on est dans un service habituel, on sait qu'il y a une division des rôles et on essaye de travailler à se coordonner, comme il a été dit, dans le long terme, un peu plus correctement, certes, mais là, quelquefois, ça va être une fois. Alors, si vous avez l'offre de l'événement, vous avez les questions de sécurité, les questions de mobilité, les questions de communication, d'hébergement, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est lié à cela, c'est une coordination qui est extrêmement sophistiquée et qui souvent se fait en plus dans le stress, dans l'urgence, dans la pression, et qui donc ne suppose pas trop de routine. Et ça, c'est un peu embêtant. Et le numérique, il nous oblige en général à sortir des routines, parce que précisément, il nous oblige à expliciter tout. Sauf que quand vous avez un nouveau cas, une nouvelle situation, à chaque fois, là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a une limite entre ne plus avoir du tout de routine et essayer d'expliciter et d'anticiper tout cela. Donc, quand on travaille là-dessus, on voit bien qu'il faut inventer des instances à part, une forme de gouvernance particulière, des instances ad hoc. Alors, on a des comités de pilotage de toutes sortes, avec des choses à géométrie variable, des moments, des comités de crise, des choses qui sont dans des moments très particuliers. Et l'un des points clés de tous les travaux qui ont été faits, pas seulement les miens, mais dans d'autres cas, c'est ce problème d'articulation. On a évoqué les questions de silos tout à l'heure, là, mais qui reviennent régulièrement. On se dit, avec le numérique, tout ça va être lissé. C'est pas gagné, d'abord, et je pense que c'est même un peu contradictoire, parce que les métiers, précisément, font la qualité de la donnée, notamment. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles sont enracinées dans cette expertise des métiers que la donnée a du sens, qu'elle a une valeur. Et je crois que vous avez discuté de ça ce matin sur les questions de données brutes, etc., qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est précisément parce qu'elles sont attachées à l'ensemble de ces métiers-là qu'elles ont de la valeur. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qui rend difficile la disparition des silos. Et dans ces situations de crise ou des situations de tension ou d'événements de stress, tout au moins, qui est lié à cela, on voit bien que toujours le problème, c'est un problème d'articulation. C'est un terme du sociologue Anselm Strauss, dans la sociologie des organisations, mais qui est vraiment important. C'est-à-dire que tous les problèmes viennent au moment, à l'espace et au moment où il y a des services qui doivent passer la main, ou se répartir le rôle, etc. Et dans les villes, ça reste compliqué. On a beau se dire, maintenant avec le numérique, on va lisser cela. En réalité, on transfère ça à une autre couche, qui est la couche des données elles-mêmes, qui est comment une donnée va passer à l'autre, etc. Et ça, ce thème-là reste crucial.
travailler, si on est capable d'identifier toutes les articulations très précisément, on est à peu près certain que tous les problèmes viennent de là. C'est-à-dire du moment où ça passe de l'un à l'autre, où on se dit moi je m'occupe pas, c'est pas mon travail, moi les bagages c'est pas mon problème, etc. Bon, ben oui, mais sauf que précisément c'est l'articulation entre un voyageur et ses bagages qui fait problème. Bon, voilà, toutes ces choses-là on le sait bien dans les aéroports par exemple. Donc le numérique peut y aider de ce point de vue-là, mais il va générer éventuellement d'autres contraintes aussi. Alors c'est le cas sur le fait que le problème il est renforcé du fait que du point de vue de la gouvernance, le monde qui est créé avec cette activité entre l'ensemble, on a beaucoup insisté dans les deux interventions sur la place du public d'une façon ou d'une autre, dans le projet comme dans la maintenance, etc. Le fait que tous ces éléments-là sont gérés par des plateformes qui ont une forme de souveraineté, parce qu'il faut bien le reconnaître, elles sont tellement puissantes qu'elles exercent désormais une forme de souveraineté, eh bien, on voit bien que c'est quelque chose qui complique l'affaire. Alors, je ne vous parle pas du moment où il y a eu cette mode des apéros Facebook, vous vous souvenez, où effectivement, là, les villes c'est la panique totale, c'est-à-dire de voir le réseau virtuel, tant que c'est virtuel, c'est pas notre affaire, le réseau virtuel qui vous tombe dessus et qui envahit les places, et on le voit, on voit les gens, et ils sont là pourquoi ? Pour rien, pour être là. C'est tout. Et alors comment ? Et vous ne savez pas qui est l'organisateur, il n'y a personne. Vous voyez qu'on est dans un monde là où il y a des phénomènes. Alors évidemment, quand ça se voit sur le terrain, il y a des problèmes, tout de suite ça apparaît. Quand c'est dans le virtuel, on peut faire, soi-disant virtuel, enfin dans le digital, dans les réseaux sociaux en l'occurrence, on peut se dire, bon, c'est pas notre affaire ou ça n'affecte pas. Or, maintenant, les villes le savent bien, c'est que tous les enjeux de réputation, de coordination des acteurs, de retour, de feedback, etc., sont aussi une clé dans la qualité des services fournis. Donc, ils ne peuvent plus les ignorer. Même s'ils le voulaient, ils ne peuvent plus les ignorer. Et ce n'est plus évidemment seulement un problème de direction de la communication, quoi. Ça tisse, les feedbacks sont organisés un peu partout, et ces choses-là sont plus compliquées que dire il y a seulement une couche supplémentaire à notre SIG, et boum, et puis voilà, on l'a. Non, c'est que ces couches-là interagissent entre elles, sont dynamiques, sont instables, avec une prolifération d'acteurs totalement autoproclamés, on ne sait pas à qui on a affaire, et à partir de là, la gouvernance d'un écosystème de ce type-là, c'est un problème complètement nouveau, il faut bien le reconnaître. Est-ce qu'on a, en tant que gouvernement d'une ville, par exemple, municipalité, on a un rôle à jouer là-dedans ? C'est un peu contradictoire si on commence à dire qu'on va essayer d'avoir des stratégies qui vont faire la police ou l'organisation ou le suivi ou etc. de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, tout le monde dit ça va pas, on est un petit peu, c'est un autre monde. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on fait rien ? Non, même pas. On ne sait pas exactement par quelle boule prendre. Donc vous voyez que là, on a quelque chose d'une gouvernance un peu paradoxale qui consiste précisément à laisser faire un certain nombre de choses et à injecter aux bons endroits les substances qui vont transformer, disons, le processus et qui vont réguler ou atténuer ou augmenter, selon les cas, certaines des vibrations, avec du coup une logique qui est assez proche de celle que j'ai évoquée tout à l'heure, de cette réaction. C'est-à-dire qu'on est obligé de réagir aussi, comme le font les entreprises, comme le font les marques, effectivement, etc. Mais jusqu'où on peut aller dans cette affaire-là, sans, d'une certaine façon, perdre son âme, au sens de perdre son âme de gouvernement qui doit être capable de se projeter et de bien percevoir l'ensemble du bien commun et des enjeux qu'il y a de là. Sinon, effectivement, on est une marque communauté et on gère la ville comme une marque, ce qui est une tendance aussi. Mais le problème, c'est qu'avec ça, on voit bien qu'on perd pied par rapport aux grandes responsabilités qui peuvent être composées de tout cela. Quand on sait qu'effectivement, sur les communautés de ce type-là, et on a évoqué l'écosystème des startups, et c'est pas très loin de cela, le modèle qui est appliqué, le principe de gouvernement qui est mis en œuvre, c'est plutôt ce qu'on connaît sous le terme de rough consensus and running code. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique institutionnelle classique c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec les modes de gouvernance que l'on connaît. Dans tous les organes de pilotage des instances de l'Internet, l'IETF ou d'autres, eh bien c'est ce rough consensus qui fonctionne. Et donc, c'est un consensus grosso modo. Quoi. Bon, on finit par le trouver. Alors évidemment, déjà, c'est très long. Et puis en plus, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a joué pour que cette décision-là soit prise. Bon, mais elle est prise. Il se trouve qu'il y en a une qui est prise, et souvent, celui qui gagne, en fait, c'est quand même celui qui fait du running code, c'est-à-dire celui qui lance les propositions, et ça y va, et on avance, etc. On est dans des formes de logique, de système de passage à l'acte, un petit peu par certains côtés, qui sont totalement contradictoires avec la culture des gouvernements que l'on a. Et pourtant, c'est cela qu'il y a comme culture actuelle. Donc comment est-ce qu'on est capable de retisser cette rapidité d'un côté, et ce passage à l'acte qui fait qu'on y va, on verra bien.
dans une logique de gouvernement qui doit donner une lisibilité à des choix politiques, là, on est face à un vrai choc culturel, je trouve, et on n'a rien trouvé encore pour réellement les articuler, si ce n'est d'avoir un peu de bienveillance et d'apprendre avec ces milieux-là et de se mêler, de se mettre dedans, dans tous les Fab Labs et autres collectifs qu'il y a pour dire mais comment ils font, qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, c'est pas mal. Il y a pas mal de villes qui le font, mais et en attendant, c'est pas sûr que ce soit non plus le modèle tel quel à appliquer, évidemment, dans des modèles de complexité au niveau des villes telles qu'elles sont. Bien, je m'arrête sur ce point-là parce que ce sont des questions qui, du coup, reposent toutes les questions du droit lui-même, qui est au cœur de la chair aussi, les questions du droit, dans un monde où on est avec du running code et du rough consensus et de la vibration. Comme ça, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait les modèles de gouvernance classiques qu'on est obligé de revisiter. Finalement, j'ai été plus long que mes collègues, je suis désolé d'être aussi bavard. La parole va être donc à la salle. Voilà. Bonjour, à nouveau Dominique Bourdonville. Donc, une petite remarque et derrière une question. La remarque, elle fait allusion aux vibrations dont vous parliez et aux propos que vous êtes tenus à propos de la musique, le vocabulaire agogique de la musique vous semblant, voilà, parce qu'effectivement, on sait, c'est d'ailleurs, apparaît-il, un gros travail pour ceux qui deviennent professionnels, on sait que quand on fait un crescendo, on accélère en plus. Pratiquement, mécaniquement, tout partout. Et voilà, donc... alors là, ça, c'était le petit clin d'œil. Et la question, je m'attendais à ce que M. Courmont, par exemple, fasse allusion, pour employer un mot un peu pédant dans les systèmes informatiques embarqués ou dans le cloud, le mot de redondance. Alors, je connais mieux la région d'Aix-Marseille que la région de Lyon, donc je vais prendre 2 exemples dans la région d'Aix-Marseille. Vous avez une autoroute entre Aix et Marseille qui est pratiquement tout le long pour des régions géographiques. Il faut passer par un col, etc., Pen Mirabeau. Donc l'autoroute double la ligne de chemin de fer. Et donc les payeurs ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, vous avez des navettes de bus et des fréquences de TER qui ont été un peu augmentées. Et vous avez dans la ville de Marseille, alors là on a pourtant vraiment uniquement la même tutelle, j'allais dire, vous avez un tramway qui est exactement parallèle à un métro, à un des trajets des lignes de métro. Et de mémoire, c'était même la première ligne de métro qui a été immédiatement doublonnée par un tramway. La petite histoire, c'est que ça dessert un nouveau quartier d'affaires, en l'occurrence tout le quartier Euro-Méditerranée, qui est le recyclage des docks, etc. Inusité depuis, évidemment, que la Mare Nostrum ne sert plus exactement à ce qui se passait avant les événements, disait-on, d'Algérie. Et concrètement, en clair aussi, et le mot syndicat n'est pas apparu alors qu'on est dans les collectivités locales, avec effectivement une fonction publique territoriale, et éventuellement aussi donc toute cette problématique de syndicats. Donc je pense que si par exemple on a immédiatement après une ligne de métro posé un tramway en surface, c'était pour pouvoir dire aux éventuelles entreprises, même en cas d'accident ou de grève, ce quartier sera desservi à des fréquences correctes pour les milieux d'affaires. Vous voyez. Alors je m'attendais, notamment dans le cadre d'une thèse universitaire, à ce que ce point aboutisse, c'est-à-dire la redondance qui est dans un certain nombre de systèmes qui ont besoin d'être très fiables. Un Airbus, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Et là, dans les circuits, ça peut paraître aberrant, effectivement, où on prendra le bus ou le tramway, sauf qu'un accident peut arriver, et puis également une grève. Et on sait que, par exemple, à Marseille, les grèves des éboueurs sont parfois considérables. Alors, vous évoquez la question de la redondance, c'est vraiment pour l'infrastructure physique. Moi, je m'intéressais plus à l'infrastructure numérique et la question des données. Donc, effectivement, il y a des lignes qui sont doublées ou triplées pour faire face à un afflux massif de voyageurs. Je n'entre pas du tout dans ces considérations parce que ce n'est pas l'objet de ma thèse. Par contre, ça me permet de rebondir sur une question qu'on a essayé de travailler à la métropole de Lyon. C'était sur la question de la redondance des services d'information numérique et notamment des services publics numériques. Avec l'ouverture des données, on a eu une crainte, un risque qui est un monopole d'acteurs, un seul acteur qui est en situation de monopole, qui fournissent les services d'information mobilité sur l'ensemble de l'agglomération. Donc, Google, pour ne pas le citer, qui est aujourd'hui très utilisé. Et la crainte, c'était que
que cet acteur soit tellement puissant que si pour une raison X ou Y, on n'a aucune prise sur lui, il décide d'arrêter son service ou bien de changer les modalités de son service, il n'y aurait plus de service d'information voyageurs sur l'agglomération. Donc cette question de la redondance se pose aussi sur les questions de services numériques. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est l'acteur public ou les syndicats de transport qui doivent continuer à mettre en place leurs propres services, ou alors c'est le choix qu'on a essayé de faire, c'est de multiplier les services d'information voyageurs en permettant donc une concurrence qui serait plus équitable sur l'ensemble de l'agglomération, sur l'utilisation des données. Oui, ce qui est souvent reproché à Google, c'est le manque de transparence de ces algorithmes. Est-ce que ce qui pourrait différencier la métropole de Lyon, mais n'importe quelle collectivité de Google, c'est pas justement d'afficher clairement comment les calculs d'itinéraire sont opérés, par exemple, et en plus, la publication de ces algorithmes pourrait éventuellement profiter à d'autres collectivités qui utilisent grosso modo les mêmes éléments. Mais je pense que ça pourrait être un élément fort de la légitimité des initiatives publiques dans ce domaine-là. Est-ce que c'est d'actualité ? Alors, il y a une question sur les algorithmes, effectivement, de neutralité du service public qui est fourni, service public numérique. Aujourd'hui, sur les algorithmes de calcul d'itinéraire, en fait, c'est assez simple. C'est des algorithmes qui sont à peu près les mêmes d'un service à un autre, mais c'est une question qu'on s'est posée, encore une fois, pour des services commerciaux qui pourraient privilégier, des services gratuits qui pourraient privilégier un itinéraire au détriment d'un autre parce qu'il y a telle entreprise qui fait de la pub sur Google Maps en même temps. Et donc, on a essayé de traiter ce problème, non pas tant en tant que certifier les algorithmes, en fait, ça demande quand même un peu de compétences techniques qu'on n'a pas forcément, nous, en propre au sein de la métropole aujourd'hui, mais plus en termes de labellisation des services. Et donc, on a un label de services d'information voyageurs qu'on certifie neutre et respectueuse de la politique publique et de l'intérêt général. Donc, ça nous permet de certifier certaines applications au détriment d'autres. Mais je pense que la certification des algorithmes, donc là, c'est sur la mobilité, mais de manière plus générale, ça peut être un vrai enjeu, comme on a aujourd'hui des certifications des comptes publics ou des comptes d'entreprise. On pourrait avoir demain, imaginer, des entreprises tierces qui certifient des algorithmes pour tel ou tel acteur. Avec la question aussi quand même de la propriété intellectuelle et la difficulté aujourd'hui d'accéder aux algorithmes de Google. Bonjour, Vincenzo De Gregorio. Alors, j'ai écouté avec attention la présentation qui était faite à partir de l'exemple de Lyon. Et dans les différentes rencontres, donc en fait colloques auxquels j'ai assisté d'après mes lectures, effectivement, il y a la question de l'interopérabilité qui revient systématiquement. J'ai trouvé intéressant la présentation parce que pour la première fois, donc en fait, alors que souvent on parle de transversalité et de casser ces silos, les choix de Lyon me paraît être exactement l'opposé. Alors vous avez cité, dans votre slide, c'était indiqué référentiel multimodal. En quoi consiste ce référentiel multimodal? S'agit-il d'un cahier des charges commun? S'agit-il d'une norme donc, en fait, locale qui était déterminée par Lyon? Sachant qu'à ma connaissance, les organismes de normalisation, type PAFNOR, il y a peut-être une réflexion au niveau de l'ISO, exclusivement, n'ont pas encore déterminé de véritables standards donc, en fait, à l'échelle nationale et internationale. En fait, tout l'enjeu d'articulation de données hétérogènes, effectivement, nécessite un référentiel commun, donc des données pivots, ou on peut les appeler opérateurs d'articulation, peu importe. Et le problème, c'est que bien souvent, il n'existe pas de référentiel commun, donc ça dépend d'une collectivité à une autre ou de tel acteur à un autre. Ou alors, quand il en existe, il peut y avoir aussi des différences d'implémentation, de mise en œuvre différentes d'une collectivité à une autre, d'une même norme. On peut avoir une norme globale, mais d'un système d'information à un autre, il peut y avoir des variations. Et donc, ça, c'est un point. Donc, pour précisément comment a été construit le référentiel du Grand Lyon, c'est avec de l'information géographique. Donc, ça nécessite de construire une base de données géographique qui permette d'articuler en fait les différentes bases de données de transport en commun et de transport routier. Et sur ces questions, donc souvent sur ces référentiels, on a très souvent la localisation géographique qui joue un rôle. Et là encore, à différentes échelles, est-ce qu'en fonction des enjeux d'action publique, ça peut être une adresse, ça peut être un bâtiment, ça peut être un quartier, un iris, une commune.
Donc, où on peut avoir aussi un opérateur d'articulation, le numéro individuel pour chaque employé d'une entreprise ou autre. Enfin, c'est la même question qui se pose pour tous les projets de Big Data. Vous êtes obligé d'avoir une question d'articulation. Et c'est un des enjeux aussi qui est posé à l'échelle nationale. On a parlé ce matin de service public de la donnée comme rôle d'État Lab et de l'administrateur de données. C'est aussi de créer ces données de référence qui soient partagées entre toutes les administrations françaises, donc que ce soit par exemple sur l'adresse ou sur d'autres types de données, pour permettre l'articulation de ces données hétérogènes et la création de ces nouveaux services. J'avais une dernière question pour vous, Monsieur Bouteiller. En fait, est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'il y a des compétences qui appartiennent aux acteurs publics, et puis avant le numérique, il y avait des acteurs publics, la sphère économique, la sphère commerciale, et chacun, entre guillemets, trouvait ses marques. Est-ce que vous avez le sentiment que le numérique, dans les études d'un point de vue sociologique que vous faites, trouble ces frontières, ou parce que moi j'aurais plutôt tendance à avoir une forme d'optimisme dans le fait que le numérique porte en lui-même les outils qui permettent à la gouvernance publique de mieux s'exprimer dans le monde numérique. La surveillance des réseaux, l'intervention sur les réseaux, la façon de faire passer des messages, y compris dans ce média, est en soi aussi un outil de pilotage et un outil d'explication, je dirais, numérique. Oui. Parce que j'ai eu parfois le sentiment qu'on avait une confusion entre la gouvernance du numérique et la gouvernance, en fait, du rôle de l'acteur public dans le monde numérique. Non, vous avez raison. Moi, je dis toujours, effectivement, que le numérique procède d'une amplification de tous les processus, quoi. Et donc pas d'une révolution en tant que telle, mais d'une amplification. Donc y compris des capacités de gouvernance d'une collectivité territoriale ou des collectifs locaux comme on a. Et on voit bien, tout ça, ça amplifie le tout. Le problème est que malgré tout, on voit bien qu'en amplifiant le tout, il y en a, tout le monde est égal, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, vous vous retrouvez à par exemple, typiquement dans ce que je viens d'évoquer sur la question du rythme, on voit bien que ça a amplifié largement plus cette rythmique, alors qu'on pourrait avoir du long terme. Et on a des bases de données de très long terme, on récupère des archives, etc. Donc c'est du très long terme. Ça amplifie aussi cela. Mais le problème, c'est qu'il se trouve que ce qui affecte et qui est vraiment nouveau et qui a une puissance de frappe plus importante, c'est quand même ce rythme nouveau dans lequel nous vivons. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les différents opérateurs et les nouveaux entrants. Et on voit bien que ça donne de la puissance supplémentaire aux collectivités, ça donne de la puissance supplémentaire aux collectifs, et ça donne de la puissance supplémentaire aussi à des plateformes qui, en l'occurrence, à travers le mécanisme, et c'est surtout à travers les mécanismes financiers, de mon point de vue, c'est pas le numérique en tant que tel, c'est parce que c'est le capitalisme financier numérique qui fonctionne, et cette puissance financière fait que le risque qu'il y a, c'est que justement cette pluralité de possibilités d'amplification puisse diminuer. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait cette pluralisme-là? Ça, c'était véritablement pour qu'on puisse dire, oui, effectivement, tout le monde peut en faire, il y a tellement de choses à en faire, ça c'est important, mais le risque de l'étouffement ou du désert qui peut être créé à travers une forme d'abus de position dominante, effectivement, il est quand même là au cœur des questions urbaines, parce qu'effectivement, y compris sur les questions urbaines, quand on n'est pas capable de s'organiser pour partager les informations et construire des systèmes, etc., eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui, justement, n'a pas les mains dans la glaise ou dans le cambouis, parce qu'il arrive juste avec la couche des données, il est beaucoup plus libre pour inventer les systèmes qui vont attirer, comme ça a été très bien dit, je ne sais plus à quel moment, là, sur les questions d'effets plateforme. Ce n'est pas les plateformes qui posent un problème en tant que tel, c'est l'effet plateforme qui fait qu'au bout d'un moment, vous tuez l'écosystème qui est autour, si vous voulez. Hein. C'est ça qui est enfin, vous le tuez. Vous le faites vivre, mais à votre profit, et au profit d'un seul. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. Donc voilà, et du coup, à ce moment-là, la balance du gouvernement et de la gouvernance, disons, entre les différentes entités, eh bien, finit par pencher d'un côté. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Donc c'est là la vigilance qu'on doit exercer, à mon avis, une vigilance démocratique, mais qui n'est pas gagnée. Je voudrais juste faire une remarque sur l'utilisation des réseaux sociaux par la puissance publique à son profit. Londres, au moment des Jeux Olympiques en 2012, a largement utilisé Twitter et Facebook pour pouvoir réorienter les flux dans Londres en temps réel. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la gestion de crise et de la gestion entre les sites avec ces outils sociaux. Alors il y a un très beau retour d'expérience sur le sujet que je transmettrai, mais je ne l'ai plus en tête, où ils ont quantifié le gain qu'ils avaient pu faire en matière de non-mise à disposition de rames supplémentaires, justement, parce que de toute façon, ils frôlaient la saturation à certaines périodes de la journée pour se rendre sur certains sites, et ils ont largement utilisé à leur profit ces sites. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous parliez des interfaces et de la fluidification entre les interfaces. La multiplicité de ce bruit, de ces vibrations,
permet alors effectivement, il faut acquérir la compétence quand même, mais elle permet à une autorité organisatrice qui acquiert la compétence là-dessus d'être en veille et de réagir en temps réel, et justement de gérer ces crises. Enfin, de toute façon, l'exploitation, vous parlez des aéroports, les aéroports le font, ADP le fait, la SNCF le fait, ils sont très en veille sur ces réseaux. C'est un nouveau canal supplémentaire, un nouvel outil, certes un peu déstabilisant, mais un outil comme un autre aujourd'hui. Oui, je pense que vous employez le terme de veille et c'est ce qui est le plus important quasiment, parce que c'est cette boucle-là qui est nouvelle, cette réactivité dans la boucle et qui fait qu'on voit ce que l'on... parce que malgré tout, quand on est dans des logiques justement d'orientation et de diffusion d'informations pour obtenir des résultats sur les comportements d'une population, vous êtes quand même dans l'incertitude. Vous n'avez pas, les leviers sont quand même tout à fait incertains. Donc il faut l'admettre aussi. Mais comme il y a ce feedback en permanence, vous pouvez justement adapter plus rapidement vos interventions et vous récupérer, disons, la faiblesse même de la transmission qui peut être faite. Donc, mais ça veut dire que là, il y a aussi la puissance que vous avez bien évoquée, la puissance de contagion, de propagation du réseau. Ce n'est pas la puissance de l'émetteur intrinsèquement, c'est la puissance de réplication qui est distribuée dans l'ensemble de ceux qui vont retweeter ceci et cela, etc. par exemple. Et donc c'est là où c'est un peu difficile à penser. C'est-à-dire qu'on n'est pas gagnant à tous les coups. C'est pas la puissance du haut-parleur qui fait quelque chose. C'est précisément le fait que s'il y a cette possibilité de le retraduire, de le rediffuser, y compris de le retransformer éventuellement. Et cette capacité à se coupler à cette dynamique-là, c'était pas forcément vraiment la culture des gouvernements urbains jusqu'ici. Donc il faut effectivement, en cette occasion, c'est une bonne... c'est justement ce qui fait la ville, c'est la pulsation, c'est la vibration urbaine, c'est ce qui fait qu'on va dans tel quartier ou sur telle place. Et aujourd'hui, on a des capteurs pour pouvoir le sentir, le visualiser, voire l'utiliser. Du coup, si on l'utilise, il faut que ça soit dans de bonnes mains. Mais vous voyez quand même que si vous faites l'inventaire ou tout au moins le dénombrement des effectifs de services, des services d'urbanisme, etc., qui gèrent des projets, qui gèrent le foncier, qui gèrent tout cela, etc., par rapport à ceux qui gèrent les réseaux sociaux, etc., il n'y a pas de rapport. C'est disproportionné. Et je les comprends un peu, parce que bon, franchement, on ne va pas tout d'un coup mettre des services urbains entiers à faire de la gestion de réseaux sociaux, c'est évident. Mais il est clair qu'il y a quelque chose là qui montre bien qu'on n'est plus dans la logique de la maîtrise, on est dans un autre type de relation avec un écosystème, et ça c'est compliqué à intégrer, parce que c'est pas parce que vous rajouterez des agents, vous rajouterez des procédures, vous rajouterez des crédits, etc., que vous serez plus efficace. C'est précisément cette capacité à mobiliser un écosystème qui est fait d'une multitude d'intervenants dont vous percevez certains signaux, mais c'est tout. Vous n'avez pas la liste des, comme on dit, les leaders d'opinion, mais c'est bon. Non, ça marche pas du tout comme ça, évidemment. Oui.